Après s'être intéressé au couple contemporain, on va à présent s'intéresser à la place de l'enfant dans la famille contemporaine en s'interrogeant à la fois sur son rôle dans le faire famille. On s'interrogera également en fait sur la manière dont a émergé le concept de parentalité. Et enfin, on s'intéressera aux différents modèles éducatifs auxquels se réfère l'éducation familiale aujourd'hui. Ce qui fait la particularité de la place de l'enfant aujourd'hui, c'est qu'on le considère en fait comme le fondateur de la famille. L'enfant va faire la famille, il construit par son arrivée, par sa présence, la famille de procréation. Contrairement aux formes familiales plus traditionnelles où le couple formé par le mariage annonçait en fait la famille, dans les formes contemporaines familiales, c'est l'arrivée d'un enfant qui va faire la famille. Et ici, la famille s'émancipe également du conjugal dans la mesure où on va reconnaître des formes familiales sans qu'il y ait forcément couple parental, avec un seul parent, par exemple, les familles monoparentales. Ce qui fait également la particularité de cet enfant, c'est qu'il est devenu aujourd'hui un enfant désiré. J'ai repris en fait une citation de Freud euh, parue en 1898, où il nous dit: ce serait théoriquement l'un des plus grands triomphes de l'humanité, l'une des libérations les plus tangibles à l'égard de la contrainte naturelle à laquelle est soumise notre espèce, si l'on parvenait à élever l'acte responsable de la procréation au rang d'une action volontaire et intentionnelle et à le dégager de son intrication avec la satisfaction nécessaire d'un besoin naturel. Aujourd'hui, on y est arrivé. Aujourd'hui, l'enfant à naître ou né est un enfant qui est désiré. Ça a été permis à la fois par les avancées en termes de contraception, mais également par le droit qui est donné aux femmes d'avorter si l'enfant, enfin si le fœtus qu'elles portent n'est pas désiré, et enfin la possibilité aussi d'être accompagné en cas d'infertilité pour réussir à mener une grossesse. On pense notamment à la procréation médicalement assistée. Le premier enfant conçu par fécondation in vitro est né en 1982. Aujourd'hui, cette procréation médicalement assistée est réservée aux couples de sexes différents, des couples en âge de procréer et ayant une infertilité reconnue, mais c'est en cours de réflexion depuis plusieurs années d'ouvrir cette possibilité aux couples de lesbiennes et aux femmes seules. Aujourd'hui, en fait, pour les couples homosexuelles et pour les femmes seules, elles vont avoir recours à un marché un peu mondialisé finalement des naissances, où elles vont pouvoir en fait bénéficier de cette procréation médicalement assistée ailleurs, notamment en Espagne et en Belgique. Bon, cette législation est en cours de changement. En juin 2017, le Comité consultatif national d'éthique a émis, a émis un avis favorable pour les couples d'homosexuels et pour les femmes seules. Donc, ces éléments vont changer probablement dans les mois ou les années à venir. Donc, c'est à la fois l'enfant qui fait la famille, c'est un enfant
qu'on désire. La particularité aussi de cet enfant, c'est qu'il est considéré, grâce notamment à la psychologie, il est considéré à part entière en fait comme une personne et comme un être riche qu'il faut développer, qu'il faut accompagner. Enfin, parce que l'enfant contemporain est plus rare, il en devient plus sacré également. On fait moins d'enfants et plus tardivement. Donc on voit bien en fait que tout se resserre sur l'enfant. C'est un enfant qu'on choisit d'avoir ou de ne pas avoir. C'est un droit aussi qui est revendiqué, le droit à pouvoir être parent, le droit à adopter. Donc derrière cet enfant comme fondateur de la famille, il y a aussi une place particulière occupée par l'enfant dans la famille, dans la mesure où on l'a vu dans le cours précédent, le lien conjugal peut se défaire, on va resserrer aussi toutes les attentions sur l'enfant. Et ce lien de filiation devient le seul lien qui ne peut pas se défaire dans la famille. Donc du coup, on va avoir des attentes très importantes autour de cette relation en fait parent-enfant. Outre la place particulière que l'enfant occupe dans la famille, à l'échelle de l'ensemble de la société, finalement, l'enfant occupe une place singulière. Cette place singulière est consacrée par des droits qui lui sont spécifiques. Pensons notamment à la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, qui pose notamment le fait que toutes les actions doivent être guidées par l'intérêt supérieur de l'enfant. Certains auteurs parlent de passion de l'enfant ou de pédocentration de la société, notamment Laurence Gavarini. Je vous ai repris justement une citation qui évoque bien cette idée en fait de pédocentration. Sous l'Ancien Régime, nous avait expliqué Michel Foucault, le crime le plus grave était le régicide, parce que la souveraineté était tout entière concentrée dans la personne du roi. Après la Révolution, le crime le plus grave est devenu le parricide, parce que la souveraineté, devenue populaire, était distribuée en autant de parcelles qu'il y avait de pairs. La rupture actuelle est signalée par le fait que le crime le plus choquant est devenu l'infanticide, le crime contre l'enfant, en particulier le crime à caractère sexuel. La coïncidence formelle entre les émotions soulevées par différents crimes et les différentes façons de concevoir la souveraineté suggère fortement que cette relation est constitutionnelle. 3 ruptures successives, le roi, puis le père, puis l'enfant, que l'on dit roi justement. Donc, ce qui fait aujourd'hui émotion collective, ce qui rassemble les émotions à l'échelle de la société, c'est ce qui concerne les enfants. Et derrière, en fait, cette pédocentration des émotions, des attentions, il y a forcément, en fait, des transformations dans les rôles et dans les places familiales. À travers le concept de parentalité, on va voir, en fait, finalement, comment, à partir de l'émergence d'un terme, on cherche à traduire aussi une nouvelle réalité sociale et familiale. L'adjectif parental a d'abord émergé à l'aube des années 1960 dans un contexte de modernisation des rapports de sexe. Il s'agissait de désigner l'égalité et le statut commun des pères et mères.
Donc on le voit apparaître notamment à partir, de la rénovation, de l'autorité parentale, du passage en fait, de la puissance paternelle à l'autorité parentale en 1970 en France. Le terme de parentalité, quant à lui, a d'abord trouvé sa place dans la sociologie française comme un dérivé de l'adjectif parental. Ainsi, l'idée de monoparentalité et la proposition de l'expression famille monoparentale a été introduite par les sociologues féministes des années 1970. Le terme permettait de rendre compte des foyers composés d'un seul parent et de son ou ses enfants. L'intention était aussi militante. Il s'agissait de repousser des termes stigmatisants, déniant au foyer monoparental son statut de famille à part entière. Il s'agissait de passer du statut de fille-mère à l'idée d'une famille à part entière en termes de foyer monoparental. L'usage du terme parentalité reste dans un premier temps plutôt du côté du champ de l'ethnologie. Il vient d'une traduction du terme anglais parenthood tel qu'il est utilisé par les travaux anglo-saxons au début des années 80. Il est utilisé pour désigner en fait une approche du parental comme fonction sociale complexe. À partir de l'étude des systèmes non occidentaux de parenté, les ethnologues sont amenés à distinguer fortement l'affiliation naturelle de l'ensemble des liens, fonctions et rôles parentaux socialement reconnus. Leur principal apport est de souligner comment les attributs de la fonction parentale sont divisés en plusieurs tâches spécifiques et ces tâches spécifiques sont susceptibles d'être dispersées entre plusieurs lieux et plusieurs individus. C'est ainsi qu'en 1982, l'ethnologue Esther Goody propose une décomposition du rôle parental en 5 fonctions distinctes: concevoir et mettre au monde, donner une identité à la naissance, nourrir, éduquer et enfin garantir l'accès de l'enfant au statut d'adulte. Il faut attendre la deuxième moitié des années 90 pour que la production sociologique et ethnologique française multiplie les recours à la notion de parentalité en tant que telle. Ce regain d'intérêt pour le concept s'exprime au moment où un nombre croissant de formes familiales ne correspondent plus à la famille nucléaire ou conjugale. Dans le rapport Aider les parents à être parents, Julien Damon cherche à rendre compte justement de l'évolution du recours à ce terme de parentalité. Donc, il cherche à rendre compte de cette évolution à travers, en fait, les occurrences dans les dépêches de l'agence France Presse. Donc, sur ce graphique, on voit comment émerge à partir du milieu des années 1990 le concept et comment il explose dans les années 2000 et notamment à la fin des années 2000, en 2010, avec un nombre d'occurrences beaucoup plus élevé. Donc on voit ici aussi comment en fait les mots et les concepts disent aussi les transformations de la réalité sociale et familiale. Le terme de parentalité, il permet de distinguer
ce qui relève du parental et ce qui relève du conjugal, et du coup, d'éviter en fait la confusion entre les deux notions, cette confusion qui est présente dans le familial. Le fait d'insister sur le parental permet en fait de distinguer ces deux notions. Ce concept, il permet également en fait de distinguer les relations parents-enfants du champ plus vaste de la parenté. En quelque sorte, la parenté rend compte de l'inscription dans une lignée sociale et généalogique, alors que la parentalité rend compte avant tout de la fonction parentale. Cette fonction parentale, sur les tâches notamment éducatives, elle est aussi pas seulement à la charge des seuls parents, elle est partagée avec d'autres, et notamment avec des institutions. On peut penser au lieu de garde, à l'école, etc. Quand ce concept de parentalité est combiné avec un suffixe, il permet aussi de qualifier des configurations où la parenté sociale ne correspond pas ou pas seulement à la parenté biologique. Pensons aux situations de monoparentalité ou d'homoparentalité. Donc ici, ce terme, il permet de rendre compte de la complexité du réseau social et familial. La parentalité n'est pas au départ une notion juridique. Pourtant, le vaste mouvement de réforme du droit de la famille a conféré à l'autorité parentale et à la coparentalité une place d'importance dans les dispositions légales. L'autorité parentale a été introduite dans le Code civil par la loi du 4 juin 1970. Le principal acquis de cette loi est d'abandonner la notion de puissance paternelle au profit d'une doctrine de l'autorité et des obligations communes des parents à l'égard de l'enfant. La loi établit un statut de parent au détriment de l'ancienne différenciation entre les pères et les mères. Depuis 1970, l'autorité parentale appartient au père et aux mères pour protéger l'enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. Les parents ont à l'égard de leurs enfants un devoir de garde, de surveillance et d'éducation. Chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Le deuxième volet en fait de ces évolutions juridiques de la parentalité, elle concerne la coparentalité, donc avec la loi du 4 mars 2002. Cette loi relative à l'autorité parentale prolonge du coup la loi de 1970, et elle consacre le principe qu'il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents, en mettant en place du coup cette notion de coparentalité. Cette notion de coparentalité engage un exercice conjoint de l'autorité parentale indépendamment du statut matrimonial des parents, qu'ils soient mariés, séparés, divorcés ou concubins. Du point de vue de la loi, la séparation des parents, donc la dissolution du couple conjugal en quelque sorte, ne doit plus avoir d'incidence sur les règles d'évolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chaque conjoint a l'obligation, malgré la séparation, de maintenir des relations personnelles avec l'enfant et de respecter les liens entre l'enfant et l'autre parent. La résidence de l'enfant
peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Donc ici, c'est ce principe en fait de, de coparentalité malgré la séparation. Les pères et mères demeurent parents malgré dissolution du couple conjugal. Derrière l'éducation, on va regarder deux éléments. D'abord, comment en fait la manière de concevoir l'éducation a évolué, passant de formes de socialisation verticale, où on considérait l'enfant comme un être exclusivement en devenir qu'il fallait modeler, construire, à une forme de socialisation qui va prendre en compte en fait la place de l'enfant à part entière dans, dans, dans sa propre construction. Donc il va considérer l'enfant comme un être au présent qui va avoir une part entière dans le fonctionnement de la société et dans le fonctionnement familial. Donc à la fois on va regarder cette évolution du coup du modèle éducatif dominant, mais on va regarder aussi comment dans, dans les modèles éducatifs qui existent aujourd'hui, en fait, demeure une diversité dans les manières d'éduquer les enfants. Alors, traditionnellement, l'éducation est perçue en fait comme une socialisation verticale. J'ai repris ici en fait la manière dont Durkheim définit dans Éducation et société la notion d'éducation. Il nous dit l'éducation, c'est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. L'éducation a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques, intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu social auquel il est particulièrement destiné. Dans cette définition, l'enfant est considéré comme un être en devenir, comme un être fragile. L'état à créer semble être à l'opposé de celui qui nous est donné comme point de départ. Donc ici, c'est bien à la génération précédente de se charger du travail de transmission et du travail éducatif. Le travail de socialisation, il se fait au sein d'institutions telles que la famille ou l'école, dont les fonctions principales sont de produire les générations suivantes. Les rôles sont clairs et les frontières sont étanches. L'enfant est considéré comme une pâte molle, comme un être, pas forcément un être à part entière, comme quelqu'un qui est à construire, à créer. L'éducation des enfants, comme les autres dimensions de la vie familiale, a subi au cours des dernières décennies de nombreuses transformations par l'influence croissante des valeurs de l'individualisme moral. Le pouvoir des parents s'est réduit car il est de plus en plus admis que leur rôle est d'aider l'enfant à devenir lui-même. Les notions d'obéissance, de foi religieuse, de persévérance, caractéristiques d'une éducation statutaire fondée à la fois sur la règle mais également sur l'asymétrie entre parents et enfants, ces notions stagnent ou régressent.
Les qualités que les parents encouragent chez leurs enfants concernent de plus en plus les compétences relationnelles. Le souci de transmission et d'inculcation de règles n'a pas disparu, mais il n'est plus un objectif en soi. Les parents deviennent des accompagnateurs plutôt que des guides. Ils ne cherchent plus à tout contrôler. Dès les premiers moments de l'adolescence, vers, heu, vers l'entrée au collège, vers 11-12 ans, ils acceptent, ces parents, une certaine déprise, qu'une certaine déprise puisse s'opérer en fait dans le fonctionnement familial. Cette déprise permet à l'enfant de se construire dans l'alternance entre appartenance familiale et appartenance au groupe de pairs. Ainsi, les frontières entre les âges s'estompent, l'éducation ne procède plus par des rites de passage, symbolisant des changements de statut dans la famille, mais plutôt par un apprentissage progressif qui valorise l'acquisition continue de l'autonomie. Donc dans ce fonctionnement éducatif, la route n'est plus tracée à l'avance. Et dans cette conception, c'est aux parents d'interpréter les besoins de l'enfant afin de l'aider à se construire et à devenir lui-même. On a également une généralisation du principe du nini, donc où on considère d'un côté les commandements, les règles comme dangereux parce qu'ils sont aveugles à la personnalité de l'enfant, mais également qu'une totale autonomie signifierait des formes d'indifférence de la part des parents. Donc il appartient aux parents d'évoluer entre ces deux figures extrêmes, celle du tout règlement et celle du tout autonomie. La recherche du compromis et l'attention aux désirs de l'enfant doivent remplacer une stricte discipline. Le rôle des parents n'est plus d'imposer à l'enfant des règles extérieures qu'il doit accepter, mais la pédagogie parentale devient une pédagogie sur mesure qui s'adapte aux besoins de l'enfant. Dans cette recherche d'équilibre, on cherche à la fois à prendre en compte le fait que l'enfant soit un individu en construction, mais également qu'il soit un individu au présent, c'est-à-dire un acteur à part entière aussi du fonctionnement familial. Donc on retrouve en fait des parents pris dans une tension entre une volonté de protection et également une volonté d'émancipation. Alors ces nouvelles normes éducatives, elles doivent beaucoup au regard que les sciences psychologiques portent sur l'enfant depuis 3-4 décennies. Dès les années 1970, la psychanalyste Françoise Dolto défendait l'idée que le bébé est une personne à part entière. Donc derrière cette idée, on casse le cou un peu à l'idée que le jeune enfant serait une pâte à modeler. Mais on considère en fait que l'enfant est une personne qui doit développer sa nature propre et que l'on doit respecter cette nature. On retrouve également ces idées dans la Convention des droits de l'enfant de 1989, où on retrouve à la fois des droits qui sont inscrits du côté de la protection, ce qu'on appelle les droits protection, mais également des droits qui sont inscrits du côté
de la liberté ou de la libération. Donc les droits, liberté. Toute la difficulté est dans cette tension entre protection, liberté, émancipation. Alain Reynaud qualifie le statut de l'enfant contemporain comme celui d'un égal paradoxal. Il nous dit: si l'enfant est dorénavant l'égal des adultes qui l'élèvent et qui l'éduquent, il est un égal paradoxal dans la mesure où il a besoin d'eux pour être ce qu'il est. Ces nouvelles normes éducatives traduisent une transformation aussi de la socialisation familiale. On n'est plus sur une socialisation verticale qui s'impose à l'enfant avec des règles qui sont définies de manière unilatérale par les parents, mais on est dans un nouveau modèle de socialisation que certains définissent comme une reproduction interprétative. Donc ici, en fait, ces sociologues se placent plutôt du côté de l'enfant, d'une sociologie de l'enfance, où l'enfant est défini comme un acteur, comme un partenaire à part entière dans son processus de socialisation. Donc dans cette reproduction interprétative, il s'agit de savoir comment l'enfant interprète et utilise ce qui lui est transmis. Les enfants sont considérés comme, comme produisant aussi directement le monde social et on ne peut les regarder qu'au travers en fait des cadres qui sont pensés pour eux. Eux-mêmes en fait produisent des cadres et transforment les cadres qui sont pensés pour eux. On peut penser notamment à une socialisation plus horizontale à partir du groupe de pairs. Qu'est-ce qui se joue en termes de socialisation et d'éducation dans la cour d'école, dans la transmission de règles de jeu, de règles de conduite, de codes propres aux enfants. Donc ici, cette sociologie de l'enfance, elle s'appuie plutôt sur un cadre interactionniste où on considère l'enfant comme un être au présent qui ne subit pas ce que les générations précédentes ont pensé pour lui, mais qui participe directement à produire en fait des règles, des codes, des normes sociales dans lesquelles il est également pris. Dans cette perspective, on considère en fait qu'il y a échange entre les générations, qu'il n'y a pas d'un côté une génération qui forme une autre, mais qu'on a en fait des transferts d'expérience et que le métier d'enfant se construit en parallèle du métier de parent. Donc ici, on est bien en fait dans une logique qui vise à considérer que l'enfant et le parent se construisent mutuellement et que chacun a une place reconnue à part entière dans la construction de l'univers familial. En cela, on pourrait presque parler d'acteurs familiaux, c'est-à-dire où chacun, en fait, a une place active dans la construction de l'univers familial. Cette place active dans, dans l'univers familial, mais également dans la société plus largement, est reconnue notamment par les stratégies marketing. Quand on s'adresse directement à l'enfant pour vendre un produit, c'est bien qu'on lui reconnaît un pouvoir d'agir
sur l'obtention de ce produit. Donc, l'enfant, aujourd'hui, est considéré comme un acteur à part entière du fonctionnement de la société et a fortiori du fonctionnement de la vie familiale. Dans le fonctionnement de la vie familiale, on va avoir une démocratisation finalement de l'espace domestique, où chacun, à partir de ses aspirations, de ses besoins, va proposer une orientation spécifique de l'univers familial. Donc, le fait qu'on ait des individus qui soient reconnus à partir de leurs besoins et de leurs aspirations, on va avoir une négociation qui va se construire dans l'univers familial entre enfants et parents, entre membres de la fratrie, et tout cela va construire des univers familiaux singuliers. Dans la relation parent-enfant et dans le principe éducatif, le couple parental va être pris dans une tension entre accompagner l'autonomie de l'enfant, c'est-à-dire l'aider à se construire et à se gouverner par lui-même, mais en même temps, parce que cet enfant est considéré comme un être en construction, cette construction qui est reconnue aussi hein, d'un point de vue juridique au travers de la notion de minorité, les parents sont les garants aussi de la protection de ce mineur, de cet enfant. Donc, ils vont être pris dans cette tension continue entre accompagnement à l'autonomie de l'enfant et protection du mineur, de l'enfant. Cependant, si ces normes dominent le champ éducatif contemporain, on retrouve dans les modèles éducatifs une diversité de, de modèles familiaux. Cette diversité, elle est liée à des clivages sociaux qui perdurent, à la fois en lien avec des modes d'organisation familiale, en lien aussi avec des appartenances sociales, et liée aussi à la manière en fait dont chacun se situe dans le monde social, là où chacun situe ses aspirations, mais également ses craintes. Donc cette typologie, elle est issue d'un ouvrage intitulé Les stratégies éducatives des familles, un ouvrage paru en 1991. En termes de méthodologie, l'enquête s'intéresse à des familles qui ont un enfant âgé de 13 ans. Et donc, elle va aller interviewer, du coup, donc là, c'est une enquête suisse, donc des enfants suisses qui fréquentent l'école publique et leurs deux parents. Donc, un questionnaire pour l'enfant qui le remplit seul et 2 entretiens avec les deux parents. Alors, pourquoi avoir choisi des enfants âgés de 13 ans? Parce que les sociologues nous disent que c'est à la fois un moment où il y a une maturité biologique et psychologique chez l'enfant, mais également un moment où on se rapproche des échéances scolaires et professionnelles. Donc c'est un moment qui va poser d'importants problèmes à la famille et qui va obliger finalement la famille à déployer des pratiques éducatives plus formalisées. L'enfant n'est pas encore assez mûr et indépendant pour que la famille renonce à le contrôler et à réguler son comportement. Donc ici, l'idée, c'était de regarder, à partir de ce moment-là, finalement, quels étaient les modèles auxquels se référaient les parents. Donc, 3 modèles éducatifs se dégagent. Le premier modèle, le style dit autoritaire, qui est le modèle le plus traditionnel.
il est fondé sur une vision statutaire des rapports entre parents et enfants, et il privilégie l'obéissance et la discipline. Les méthodes pédagogiques visent à obtenir la conformité de l'enfant et s'appuient sur le contrôle plutôt que sur la motivation et la persuasion. Dans cette perspective, l'enfant est perçu comme un être immature dont il faut corriger les mauvais penchants. La distance entre parents et enfants est grande, la communication et les activités communes sont faibles. Les rôles éducatifs des parents sont également plutôt différenciés. Le père est peu présent, il donne les consignes générales, alors que la mère assume l'essentiel du travail éducatif. Enfin, au-delà de l'univers familial, l'environnement est vu avec méfiance comme une source possible de désordre. Les camarades sont rarement invités à la maison et l'école est cantonnée à un rôle strict d'instruction, par opposition à la famille qui, elle, est garante en fait de la maîtrise de l'éducation morale. Le deuxième style, donc, c'est le style négociateur qui est proche des nouvelles normes éducatives. Ce style donne beaucoup d'importance à l'autonomie de l'enfant ainsi qu'aux valeurs d'imagination et de créativité. Les parents sont des accompagnateurs plutôt que des chefs. Ils préfèrent la motivation et les tactiques relationnelles plutôt que la discipline et le contrôle. La famille est aussi très ouverte aux influences extérieures, à l'école, au groupe de pairs, aux médias. Et les pères et mères ont des rôles éducatifs peu différenciés. Tous deux valorisent la communication verbale avec leurs enfants. Enfin, le troisième style, donc le style maternant, il ressemble au premier modèle sur certains points et au deuxième modèle sur d'autres. Il attache plus d'importance à la conformité, au contrôle et à la discipline plutôt qu'à l'autonomie de l'enfant, ce qui lui donne un aspect un peu statutaire. En revanche, la proximité parent-enfant est considérable. La communication verbale est dense, intime et les activités communes sont fréquentes. Donc on est dans une atmosphère de chaleur affective où le rôle éducatif de la mère est central. Par ailleurs, les influences extérieures sont accueillies avec une certaine réserve. Donc ces trois styles éducatifs montrent aussi de la nuance dans l'appropriation des normes éducatives dominantes. Cette étude, elle vient confirmer les résultats d'autres enquêtes anglo-saxonnes plus anciennes qui ont montré que les parents de milieux populaires visent à inculquer à leurs enfants l'ordre, la propreté, la politesse, l'obéissance, tandis que les parents des classes moyennes et supérieures vont plutôt accorder de l'importance au respect des autres, à la maîtrise de soi, à l'indépendance et à la créativité. Donc ici, euh, cette typologie euh, donc implique que le style négociateur va être plutôt privilégié chez les cadres et professions intellectuelles, alors que les modèles plus statutaires du style autoritaire et du style maternant vont plutôt être mobilisés par les milieux populaires. En résumé, dans ce fonctionnement familial contemporain, l'enfant fait construire la famille sans jamais la défaire. Le lien de filiation est ce lien sur lequel peut reposer la famille sans qu'il puisse être amené à se délier. Dans cette idée, en fait, l'enfant fait la famille. L'enfant permet aussi au familial de s'émanciper du conjugal. Cette idée en fait, d'émancipation entre le familial et le conjugal, elle est notamment, reprise dans le concept de parentalité, où on ne cherche plus à faire correspondre
parenté sociale et parenté biologique. L'enfant fait la famille sans jamais la défaire, c'est une idée aussi qu'on retrouve dans le principe juridique de coparentalité, où le couple parental, finalement, demeure malgré la fin du couple conjugal. Une obligation, en fait, de remplir son rôle et sa fonction, malgré le fait que le couple conjugal soit séparé. Donc on a bien cette idée que c'est l'enfant qui resserre le lien familial. Dans les normes éducatives dominantes, ce qu'il faut retenir, c'est que l'enfant est considéré comme un acteur à part entière de sa propre éducation, de sa propre socialisation. Et en cela, il va être aussi le négociateur de sa place dans la famille. Les parents, du coup, vont avoir un rôle d'accompagnateur pour que cette place au sein de la famille soit une juste place également. Accompagnateur aussi de l'autonomie, de sa capacité à se produire par lui-même, à se gouverner lui-même. Et en même temps, les parents sont pris dans une tension entre cet accompagnement vers l'autonomie, mais également, en fait, leur obligation qui est de protéger cet être en construction. Alors, ces nouvelles normes éducatives dominantes, hein, on parle de famille démocratique, de famille relationnelle, n'évincent pas pour autant une diversité dans les modèles éducatifs. Cette diversité, elle repose aussi sur la manière dont les différents groupes sociaux s'approprient les normes sociales dominantes. Et donc, on va retrouver ces normes éducatives dominantes plutôt du côté des classes moyennes et supérieures, alors que les classes populaires restent attachées à un modèle éducatif plus statutaire et plus hiérarchisé dans les relations parents-enfants.